Tu voyageras bien loin, mon petit Kal-El. Mais nous ne te quitterons jamais, même dans la mort. Tu puiseras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai ta vie dans les miens. Alors le Fils devient le Père, et le Père, le Fils. Bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'instant carrément pas nécessaire, un podcast qui va traiter de questions légères de manière fondamentale. L'idée derrière ce podcast que vous êtes en train d'écouter, c'était de parler de produits culturels, que ce soit de films, de jeux vidéo, de bandes dessinées ou autres, et d'essayer de ne pas s'arrêter à une critique, comme il peut y en avoir plein de critiques immédiates sur Spotify ou YouTube, mais d'essayer d'aller un peu plus loin. Là, on va partir sur l'échelle donc de pas essayer de se dire pourquoi quelque chose est bien ou mal, mais davantage de réfléchir sur un aspect particulier d'une œuvre, le traitement d'un personnage, la réception de l'œuvre en question ou du personnage, le vécu d'un acteur ou d'une personnalité. En bref, on va se pencher sur des thématiques plutôt que sur un aspect formel ou sur la recherche d'un avis. Bien sûr, l'idée c'est pas de m'empêcher d'aller vers de la critique. Vous allez entendre, ne serait-ce qu'aujourd'hui, qu'on ira parfois sur ce système-là. Mais le but, c'est vraiment pour moi d'essayer de faire autre chose et surtout de manière différente. Je l'avais dit sur mes réseaux il y a quelques temps, que je voulais aborder en temps et en heure une espèce de rassemblement d'informations et d'idées sur les super-héros, et comme je voulais faire les choses à peu près bien, je me suis dit qu'il fallait que je commence par le premier d'entre eux. D'où le fait que cet épisode aujourd'hui va être consacré au personnage de Superman. Et donc, on va commencer tout de suite par cette introduction. Superman, c'est quoi ? Le premier super-héros du monde, la version déifiée que vont mettre en place deux auteurs juifs dans les années 30 aux États-Unis. Pour certains, c'est un boy scout qui ne craint rien d'autre qu'un caillou vert sur sa planète, ou c'est tout simplement un type qui vole en slip rouge. Et tous ces avis-là, en fait, sont à la fois vrais et un agrégat d'idées qu'on peut avoir préconçues sur ce personnage. Et c'est là que le bas blesse. Superman, c'est avant tout, et si on veut vraiment rester purement stratégique, la propriété encore pour quelques années de la maison d'édition DC. Le jour où DC acceptera le script d'un auteur qui fera de Superman une poupée en porcelaine, ou simplement un type lambda capable d'être vaincu par une peau de banane,
rien ne les en empêchera en tout cas. Et en plus, avec les situations actuelles au niveau du droit, la propriété intellectuelle aux États-Unis, d'ici quelques années, n'importe qui pourra s'emparer de ce personnage. Donc après, la difficulté par rapport à ce que je voudrais définir aujourd'hui, c'est comment on peut essayer de définir Superman. Donc on va d'abord repartir aux origines du personnage, et en essayant de creuser un peu cette idée, en essayant de creuser un peu toute cette opinion et ces problématiques, on va essayer de répondre à la question fondamentale, qui est la question de ce podcast: pourquoi le monde a-t-il besoin de Superman ? Et donc avant de commencer à répondre, j'aimerais juste faire un petit aparté pour vous rappeler que donc vous pouvez me retrouver sur l'Antre du Chroniqueur, qui est une page YouTube, sur laquelle je poste un autre podcast qui s'appelle Litérole, qui se concentre beaucoup plus sur le jeu de rôle, et qui là pour le coup a une manière de fonctionner un peu plus académique. C'est-à-dire que je vais y positionner des notions un peu de recherche abouties, beaucoup plus que ce que vous allez pouvoir entendre sur un tel podcast, même si là effectivement j'ai fait pas mal de recherches, je reviendrai après sur mes sources. Vous avez aussi également du let's play potentiellement que je pourrais mettre en place au fur et à mesure du temps, donc toujours dans une optique de ne pas me contenter de montrer des images, mais d'essayer toujours d'y rajouter quelque chose derrière. Et vous avez bien sûr un actual play ou des actual plays selon le moment où vous écoutez ce podcast, qui est mis en place là-bas. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses que vous pouvez voir sur mes différents réseaux. N'hésitez pas à partager. Voilà, vous avez aussi une page Patreon qui est la page Patreon de Litérole, que je bougerai peut-être à un moment pour devenir une page Patreon de l'Antre du Chroniqueur, mais pour le moment, très clairement, on reste sur Litérole, qui est l'émission la plus principale que je fais, donc c'est celle qui me prend le plus de temps, et donc c'est celle où il y a finalement le moins d'épisodes. Voilà, donc ça c'est un petit instant autopromotion, et on revient maintenant à notre sujet. Donc Superman, on va essayer de revenir un peu aux origines, et on va essayer de décanter un peu le truc basique que tout le monde connaît, en commençant d'abord par un truc, c'est le personnage de Superman est intrinsèquement lié à deux notions très importantes. D'abord, les années 30, pour sa création, et le fait qu'il est créé par deux auteurs juifs. Ça peut paraître anodin, mais c'est super important par rapport à ce qu'on va dire ensuite. Parce que le personnage était en effet créé en 1933, ça c'est très important au niveau de la date, par Jerry Siegel et Joe Shuster. Pas besoin de vous rappeler, je pense, l'état des populations juives dans les années 30, mais il s'avère en tout cas qu'à l'origine, le personnage de Superman n'est pas un personnage gentil, il a un nom germanique, Übermensch, et il est plutôt, on va dire, dans le mauvais camp. Avant de changer un peu pour avoir un look qui va commencer à se bonifier, en 1936, il va donc changer, il va commencer à devenir un personnage positif, il va y avoir ce basculement en fait de la langue germanique à la langue anglaise, et donc tout ça va arriver à peu près vers 1936. C'est jamais fait pour être un personnage principal à la base, il est un peu relégué au placard jusqu'à ce que Action Comics, qui viendra plus tard Detective Comics, donc DC, accepte de se pencher sur les carnets et ne sorte un premier comics intitulé Superman en avril 1938. Rien que sur cet aspect, je pense que c'est important pour moi de faire une notion tout de suite, à savoir Superman, dans son état d'esprit d'analyse en tout cas, et je pense pas détenir la sacro-sainte vérité, je fais que l'état de la situation et des informations que j'ai pu recueillir à droite et à gauche, mais l'idée c'est quand même qu'en avril 1938, on rappelle que la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Les Juifs du monde entier assistent à une partie d'entre eux, à une exode dès l'heure de l'Allemagne, et voient bien que dès qu'on se tourne vers l'Europe, ça commence à être un petit peu relativement tendu. Dans ce contexte, beaucoup de gens se sentent délaissés, et le sentiment nationaliste ne monte pas seulement en Europe, un peu partout. Il faut rappeler quand même, encore une fois, que les États-Unis n'étant pas engagés dans la Seconde Guerre mondiale dès le départ, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Et donc il y a aussi des gens qui vont essayer de faire pencher la balance vers le côté du parti nazi pour essayer de s'arranger pour que les États-Unis, au mieux, selon leurs critères bien sûr, s'engagent dans le combat aux côtés de l'Allemagne nazie, au pire, ne s'engagent surtout pas en aidant les Alliés. Les États-Unis dans les années 30, on est sur un contexte financier aussi qui est très compliqué. Il y a une autre chute qui va avoir lieu au niveau de la bourse en 1937, le pays est relativement dans une galère financière ardue. On remarquera d'ailleurs que l'essor de vente de comics s'accompagne souvent d'une crise. La raison à ça, elle est simple, le monde étant en crise, les gens vont avoir tendance à minimiser les coûts au niveau de tout ce qui va être loisir, et le comics à l'époque a
un coût qui est extrêmement bas. Et donc ça permet en fait aux jeunes de pouvoir avoir un accès à, on va dire, de la littérature de loisirs sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, et donc ça devient un peu le système de remplacement en fait. C'est aussi ça qui va permettre à un moment l'essor du cinéma, qui va devenir justement un loisir à moindre coût, et donc c'est toutes ces petites choses là en fait qui peuvent permettre d'expliquer non seulement le succès du comics, mais aussi l'importance grandissante qu'il va avoir dans les années 30. Dans ce contexte-là, qu'on sorte un personnage qui est résolument invincible et dont les pouvoirs permettent de protéger le faible et l'innocent, ça fait sens. Surtout qu'au début, si Superman est capable d'aller simplement chercher un chat dans un arbre, c'est pas anodin. Superman, dès le départ, il incarne l'espoir. Une force, effectivement, mais qui peut tout voir, tout entendre et s'occupe de la sécurité de ceux qui lèvent les yeux au ciel, dans la recherche d'une aide. Bien sûr, en tout cas, au départ, Superman ne vole pas. Ça, c'est une donnée qui arrivera plus tard, et j'y reviendrai. Il y a toute une histoire d'évolution qui a été analysée par d'autres personnes ensuite, mais il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est que Superman, on est quand même sur un personnage, une créature omnisciente qui va aller pouvoir aider les gens dans le besoin. La question, notamment de la filiation de Superman, c'est une question qui se pose beaucoup. Parce qu'il y a quand même un mais à mettre dans cette histoire. On essaye souvent de rapprocher cette figure, en tout cas, de Dieu, voire même de Jésus, dans une notion évangéliste. Il faut, selon moi, bien se rappeler que cette notion-là ne suffit pas. D'abord, je pense que ce serait un peu caricatural, voire un peu insultant, d'associer forcément ce personnage à Jésus, étant donné qu'à l'origine, il est issu de deux auteurs juifs. Et pour moi, on ne peut pas omettre en tout cas l'idée que Superman est un peu un rassemblement de trois figures mythologiques classiques. La première, bien sûr, c'est le personnage d'Hercule, c'est celle qui revient le plus souvent, ne serait-ce que par son costume. Superman est habillé comme un lutteur, mais en fait, il est surtout habillé comme un Hercule de foire. C'était tous ces trucs de personnalité, en fait, qui étaient extrêmement fortes et qui allaient se retrouver dans des cirques de freaks, les cirques de monstres, en fait, aux États-Unis, un peu dans des espèces de démonstrations comme ça. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée, en tout cas, à la base, que Superman, effectivement, s'inspire beaucoup d'Hercule, dans cette notion, on va dire, de divinité, de demi-divinité, en tout cas. J'y reviendrai parce que c'est un aspect assez important. La deuxième figure dont il s'inspire, en tout cas, en fait, c'est une figure qui, pour le coup, appartient plus à la mythologie hébraïque, avec le golem. Le golem, c'est une création dans la légende. Alors, moi, je connais surtout celle de l'histoire du golem de Prague, mais c'est l'idée que pour défendre à un moment le peuple juif, dans la ville de Prague, où les juifs subissent un pogrom, un rabbin va concevoir un golem, va lui donner le pouvoir de la vie pour le déchaîner contre ses ennemis. Alors le problème, bien sûr, c'est qu'évidemment, la création va dépasser le maître, et on est aussi sur un proto-histoire de Frankenstein et du monstre de Frankenstein là-dedans, mais en tout cas, cette idée de créature qui va défendre comme ça les individus, pour moi, elle se pose là-dessus, en fait. C'est quelque chose qu'on va concevoir. Et pour moi, Siegel et Shuster, on pourrait presque les rapprocher de cette figure-là. C'est qu'ils vont d'un coup essayer de créer un objet culturel pour essayer de défendre, en tout cas de protéger le faible, de protéger l'individu face à la menace d'une guerre qui s'annonce, et d'une guerre qui, on le voit en tout cas, va se tourner en fait non plus vers des pays et des nations, mais vers des individus en fonction de leur choix, ou leur religion, ou leur ethnie, ou leur pensée politique, etc. La dernière figure, pour moi, c'est là où justement je vais rentrer un petit peu sur le dur, c'est-à-dire c'est là où moi je vais être en désaccord avec les gens, c'est que pour moi, Superman ne s'inspire pas tant de Jésus que d'une autre figure qu'on peut considérer comme messianique, mais c'est la figure de Moïse. Moïse, on le rappelle, c'est pareil, on est encore sur une figure hébraïque, et Moïse, c'est surtout un enfant qui va être abandonné par ses parents pour lui sauver la vie face à une situation où c'est ça ou la mort. C'est un enfant qui va être effectivement sélectionné, choisi par Dieu, et qui va lui offrir des pouvoirs pour permettre de libérer les Hébreux de la tyrannie et de l'esclavage qui a lieu en Égypte. Et donc à partir de là, en fait, effectivement, on retrouve plusieurs motifs dans le mythe de Superman qui se retrouvent donc dans le mythe de Moïse, et notamment cette idée, par exemple, donc, de cette famille qui va l'abandonner
pour lui permettre de sauver sa vie. Vous avez par exemple le panier en osier sur lequel Moïse est censé être laissé, qui va se retrouver avec le vaisseau de Superman. Donc, bien évidemment, on peut toujours rapprocher, à partir du moment où il y a cette empreinte messianique chez Superman, on peut le rapprocher de Jésus comme Messie pour les chrétiens, mais ce serait omettre le fait que d'abord, il y a plusieurs messies dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des religions même. Jésus n'en est qu'un parmi d'autres, et si on peut le considérer comme une des figures les plus importantes d'une des religions majeures, ça n'a pas à amoindrir les autres figures. Et la chose qui, moi, est importante à ce moment-là, c'est que essayer de positionner le personnage de Superman dans un carcan aussi rigide que le voudrait l'Église évangélique, c'est se couper d'un message qui peut être vu, en tout cas à la base, et je vais y revenir, comme quelque chose d'universaliste. Superman, c'est une lueur d'espoir. Or, très rapidement, au moment où il est créé, en tout cas, la situation en Europe, elle explose. Dès septembre 1939, la guerre éclate, la machine américaine se met en branle, mais il va falloir attendre 1941 pour que les États-Unis rentrent officiellement en guerre. Attention, toujours dire les États-Unis, parce que j'ai souvent vu qu'on parlait de l'Amérique. Je vous rappelle que le Canada est entré officiellement en guerre en même temps que l'Angleterre, à l'époque. Le président, à ce moment-là, Roosevelt, n'est pas dupe, loin de là. Il aide par les moyens de détourner les pays en guerre en vendant des armes, et va utiliser d'autres situations, d'autres moyens pour essayer d'aider, mais toujours en gardant cet aspect de neutralité. La culture, à partir de là, va commencer à jouer un rôle important, et il va y avoir cette notion, très rapidement en tout cas, d'essayer d'incarner quelque chose. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant avec le personnage de Superman, encore une fois, même si pour le coup il va très vite être rejoint par d'autres personnages. Batman est créé peu de temps après, et puis sur l'autre figure importante de cette époque, Captain America, pareil, on est sur cette même période de données à chaque fois. Siegel et Shuster, en tout cas, eux ne vont pas se gêner pour appliquer une vision, non pas vraiment propagandiste, mais en tout cas politique, dans ce genre de traitement dans leurs comics. C'est le grand moment où justement Superman va affronter des savants fous, notamment Ultra Humanité, qui est un espèce de gorille albinos avec un cerveau de savant fou à l'intérieur. Et en fait, on a toute cette idée que la science, qui était quand même vue comme quelque chose de positif, au moins dans les années précédentes, devient l'arme de l'ennemi. Pourquoi on parle de ça ? Parce que cette notion d'eugénisme, cette notion de race pure, etc., se repose, comme le racisme, en fait, sur des prétendues données scientifiques. Donc la science n'est pas un moyen d'émanciper l'humanité, mais beaucoup plus de la diviser à ce moment-là. Dès 1941, en décembre en tout cas, et l'attaque de Pearl Harbor, les idéaux pacifistes vont bien sûr disparaître, et en plus de mettre plusieurs immigrés asiatiques derrière des barreaux aux États-Unis pour éviter les fuites ou les espions, les États-Unis vont rentrer en guerre et vont lancer vraiment un programme de propagande. Le fait est que le combat se déroule sur deux fronts, sur l'océan Pacifique et sur l'océan Atlantique, et il va falloir essayer de donner en fait un corps à ce combat, parce que les Américains, même si Pearl Harbor a été une action qui a mis à peu près le peuple américain, qui a soudé le peuple américain derrière l'idée de rentrer en guerre, il y a quand même cette notion à ce moment-là, c'est pas un hasard encore une fois si on va enfermer les immigrés asiatiques dans des camps, c'est l'idée que le peuple américain n'a pas d'unité. Encore une fois, ils ont une guerre civile qui remonte à il y a moins d'un siècle. La division américaine, ça a toujours été un des enjeux. Et ça, c'est un truc qui est pour moi, encore une fois, important par rapport à la suite. C'est que là où les États-Unis vont essayer en tout cas de frapper fort, c'est l'idée que chaque outil de propagande va essayer de créer un idéal, une emprise, un principe pour essayer de parler des États-Unis d'Amérique comme une nation unie. Parce que c'est pas le tout en fait de toujours rappeler que les Américains ont beau marquer une nation une et indivisible partout où ils peuvent, et surtout dans le contexte actuel on peut le remarquer, les États-Unis d'Amérique en fait sont, comme la plupart du temps des États-Unis en tout cas, une nation divisée. Alors ça fait un peu une lapalissade de dire ça, mais c'est un fait. Les États-Unis d'Amérique, c'est une nation qui a été basée et fondée sur l'immigration.
sur des gens qu'on a pu envoyer là-bas pour des raisons, eh bien simplement parce qu'on voulait s'en débarrasser. Les puritains s'y sont eux-mêmes exclus pour pouvoir y apporter en fait une vision d'un idéal. On va pas reparler là des guerres qui ont lieu génocidaires contre les Amérindiens, mais en tout cas contre les natifs, mais l'idée est là quand même. Et puis après, il y a bien sûr la traite négrière qui va rajouter encore une imposition. Donc en fait, c'est ça, c'est que vous avez les esclaves ou les anciens esclaves qui se retrouvent avec les anciens esclavagistes comme voisins, dans une situation où c'est pareil, les tensions sont encore énormes. On rappelle que la ségrégation existe à ce moment-là aux États-Unis, dans une bonne partie des États-Unis. Donc tout ça, en fait, il faut le prendre en compte quand vous rentrez en guerre. C'est que vous rentrez en guerre contre un adversaire avec un pays qui peut s'unir sur l'idée de venger une attaque, mais qui n'est pas du tout uni, en fait. C'est à ce moment-là que l'organe de propagande va sortir les machines de guerre, et le comics étant le numéro 1 des ventes dans les quartiers populaires, c'est là-dessus qu'on va taper pour s'en sortir. Le Boy Scout américain numéro 1 à ce moment-là étant Superman, c'est lui qu'on va envoyer dans l'appareil de propagande pour aller attaquer du japonais, pour aller attaquer du nazi, pour aller défendre un idéal. Donc voilà, Superman, Captain America, bien d'autres bien sûr, mais Superman va devenir un outil de propagande. Je vais juste faire un petit point sur quelque chose qui m'intéresse pour la suite notamment. C'est le fait que Superman, dans l'idéal qu'il incarne, va très rapidement en tout cas essayer d'incarner quelque chose d'un peu différent de ce qui peut se faire à l'époque en tout cas. Notamment parce qu'il est tout puissant. Dans l'âge d'or par exemple, l'âge d'or des comics, c'est une période où à peu près tout était relativement autorisé, c'était avant l'arrivée de la censure des éditeurs. Superman par exemple va être vu à un moment en train de lutter pour libérer une femme accusée à tort de meurtre dans le couloir de la mort. Donc il y a toute cette espèce de réflexion déjà avec le personnage de Superman, qui est que ça n'est pas seulement un super-héros, c'est aussi un homme, un enquêteur, mais pas un enquêteur façon Batman, c'est plus quelqu'un qui va être en recherche de vérité, plus qu'en recherche de justice. Ça, c'est quelque chose d'aussi important, j'y reviendrai quand on parlera du point de vue de Clark Kent. C'est aussi à cette période que la maison d'édition DC commence à faire de Superman son objet. Action Comics, donc à partir de là, va s'être bien sûr transformé des 39 en DC. Et ils vont commencer à créer des dérivés sans l'aval de Siegel et Shuster, notamment par exemple Superboy. Ce qui va créer une tension énorme avec les deux auteurs de Superman, sachant que à ce moment-là, et c'est quelque chose que j'ai déjà défini dans d'autres podcasts, mais c'est le point de rupture en fait avec les maisons d'édition. DC est une maison d'édition de Superman et la figure de Superman leur appartient. Siegel et Shuster vont donc être dépossédés de ce personnage, et on va gentiment leur donner une fin de non-recevoir en les envoyant péter à coups de pied, en fait. La paternité du super-héros et la reconnaissance du travail des auteurs va demander de nombreuses années, de très nombreuses années. Siegel va être tellement désabusé qu'il projettera à un moment de sauter de l'Empire State Building avec le costume de Superman. Il va être empêché de faire cette erreur par son collègue et l'intervention d'amis et de fans de son œuvre qui vont essayer de l'en empêcher. Mais c'est pour bien vous montrer que... alors, je pense qu'il n'y avait pas qu'une question financière là-dedans, parce qu'on ne saute pas d'un immeuble habillé dans le costume du personnage qu'on a écrit si c'est juste une question financière. Je pense qu'il y avait une question là très personnelle. Et ce genre d'histoire tragique est courant dans le milieu, ça explique notamment mes problématiques, notamment vis-à-vis de Bob Kane, qui a viré Bill Finger de la création de Batman dès qu'il a pu, ou encore de Stan Lee, qui a tendance à attirer la couverture sur lui. La question soulevée de la paternité de Superman, elle reste importante, parce que justement, on voit que c'est quelque chose qui est très personnel pour ces auteurs. Et si c'est très personnel, il faut maintenant essayer de s'interroger sur pourquoi cette figure-là est aussi essentielle pour ces deux personnes. Le moment maintenant d'aborder un petit peu le contexte historico-géographique que je vais rajouter aussi au contexte mythologique. Donc les États-Unis, pays un des plus jeunes en tout cas à l'époque du monde occidental,
les États-Unis, c'est le point d'ancrage de toutes les grandes immigrations européennes, comme j'ai déjà expliqué. Et cette espèce de melting pot un peu bordélique, où à certaines époques, tu peux parcourir 50 mètres et tomber sur 3 langages différents. Encore une fois, ce que j'expliquais, il a fallu l'unir. Le point qui était pour moi intéressant à ce moment-là, c'est le fait de se dire pourquoi est-ce que Superman atterrit, en tout cas le vaisseau de Kal-El atterrit dans le Kansas. Si vous regardez une carte des États-Unis, le Kansas, c'est une région où il y a très peu de personnes. On est sur une région relativement peu densément peuplée. Et c'est à peu près le milieu des États-Unis. C'est ni le nord ni le sud. Et ça va devenir aussi central dans la culture dite américaine que ça va devenir central dans la mythologie. Donc, l'idée, c'est que cette problématique, en tout cas, Superman tient une place au centre, au niveau de la culture historico-géographique américaine. Et à partir de là, en fait, le fait de tomber dans le champ de la famille Kent, et l'évolution qu'il va avoir à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, tous les gens ont bien compris et ont bien expliqué que c'est ça qui va faire de Superman le personnage qu'il est. La preuve étant, je vais citer 2 comics, un qui est très connu, l'autre un peu moins. Le premier, bien sûr, c'est Superman Red Son, dans lequel Superman va tomber donc dans l'espace soviétique, donc en pleine URSS, et il va d'un coup prendre la suite de Staline et va devenir le mouvement, le responsable en tout cas de la victoire de l'URSS sur plusieurs points et sur plusieurs terrains. Donc ça c'est une première chose. Il y a une autre bande dessinée qui s'appelle Le Clou, dans lequel en fait toute l'idée c'est que la famille Kent en fait a un pneu crevé à cause d'un clou et donc ils ne trouvent pas Superman qui est trouvé par une communauté Amish. Et donc à partir de là en fait qu'est-ce qui se passe? Superman ne sera jamais un super-héros parce qu'en fait il va rester dans cette communauté Amish qui va lui apprendre en fait à ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Puisque justement le principe c'est que c'est une communauté qui est généralement tournée vers l'intérieur. Bien sûr, tout ça, vous pourriez me dire, mais ouais, ça reste du comics en fait. Concrètement, on s'en fout un peu quoi. C'est un peu plus important pour les États-Unis et c'est un peu plus important à un niveau qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que il y a quelques années maintenant, ça remonte, hein, Superman s'était illustré en allant devant l'Organisation des Nations Unies et avait demandé à être reconnu comme citoyen du monde. Donc ça c'était un événement dans les comics américains, c'est un événement qui était dans les pages et tout, et en fait ça avait créé un tollé. Alors on est un peu habitué aujourd'hui avec Twitter et autres à ce que ce genre de choses arrive, mais il faut se dire qu'à l'époque on est sur un système qui est un peu différent. Effectivement, il y avait déjà des réseaux sociaux, mais l'idée c'est que là c'est vraiment le monde du comics qui va s'inviter dans le monde politique, puisqu'il y a des élus conservateurs américains, donc du parti républicain, qui vont faire une levée de bouclier et qui vont dire non, Superman n'a pas le droit d'être citoyen du monde, Superman, il est américain. Et cette idée que des conservateurs, voire même des racistes, ne veulent pas que Superman devienne mondial, c'est parce que c'est un symbole, c'est le symbole américain. Il représente un lien, en tout cas pour eux, de ce qui forme l'unité des États-Unis. Alors, c'est un peu amusant de s'imaginer comme ça que c'est là où on va avoir justement les levées de boucliers pour expliquer que Superman ne peut pas être noir, Superman ne peut pas être... En fait, on est toujours en train d'expliquer aux gens ce que Superman ne peut pas être. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va devoir définir qui est Superman, l'idée est tout de suite un peu plus complexe parce qu'on va rentrer sur des notions qui sont toujours très particulières. Et donc, qui est Superman ? Je l'ai déjà dit, on est sur à la fois quelque chose qui est une inspiration de plusieurs mythologies, j'aurais pu encore en citer d'autres bien sûr, et effectivement on pourrait avoir un lien avec d'autres visions d'auteurs, y compris Jésus bien sûr, mais il y a une chose qui était très importante pour moi là maintenant, notamment au niveau de cette réflexion que j'essaye d'amener, c'est l'idée que Superman, effectivement, incarne une pensée qui est généralement une pensée totale. Ses pouvoirs lui permettent d'accomplir concrètement presque ce qu'il veut. Ce qui veut dire qu'il va devenir
très souvent un moyen pour les auteurs de comics qui vont s'en emparer de soit défendre, soit d'attaquer une idée. C'est pas un hasard si, justement, Superman, quand il va être attrapé par l'URSS dans Red Son, va devenir l'idéal de cette même mouvance soviétique socialiste. Le but, à ce moment-là, c'est évidemment de montrer qu'est-ce qui se passe si c'est nos adversaires qui ont cette vision-là. Et donc, effectivement, bah oui, Superman devient là l'outil du fascisme, pour critiquer ce même fascisme et montrer toutes les dérives et essayer de pousser le raisonnement au maximum. On est là sur une vision uchronique qui est incarnée par ce personnage à ce moment-là. Mais si on veut pousser l'idée de manière la plus basique, et pour répondre en fait à cette idée de qui est Superman, Superman, c'est en fait le demi-dieu américain, et c'est surtout le demi-dieu d'un nouveau panthéon, d'une nouvelle mythologie. C'est une chose intéressante à laquelle on assiste en tout cas de nos jours, c'est-à-dire que donc depuis les années 40, on assiste à une nouvelle mythologie qui a émergé, un peu comme la mythologie grecque et toutes les mythologies de l'histoire en fait, mais surtout que là c'est la première fois qu'on y assiste au premier degré. On observe des nouveaux dieux apparaître. Et je sais que là, d'un coup, quand vous allez écouter ça, vous allez avoir, normalement, un sentiment de rejet. Mais c'est pour ça que j'aimerais citer une phrase qu'il y a par Alan Moore dans Watchmen. L'idée que le premier super-héros est américain. Et c'est une idée qui est sortie, en fait, dans la BD Watchmen. Ce à quoi la personne interrogée dit « Non, je n'avais pas dit le premier super-héros, je vais dire Dieu est américain. Dieu existe et il est américain. » Et il rajoute « Si cette pensée vous terrifie, c'est normal, ça veut juste dire que vous êtes sans esprit. » Alors bien sûr, Alan Moore, en grand anarchiste qu'il est, rejette cette idée de Dieu et montre les limites d'un être illimité. Mais ce qui nous intéresse ici, et ce qui m'intéresse principalement, c'est le fait que, effectivement, Superman n'est pas l'incarnation d'une croyance telle qu'on peut l'imaginer dans les textes religieux. Par contre, Superman, on peut le dire, est bien l'idée même qu'on peut se faire d'un dieu mythologique. Il va avoir des aventures, lesquelles vont souvent être interprétées, réinterprétées, déformées. Il suffit de voir le fait que, eh bien, le dernier trailer qui est sorti du prochain film de James Gunn va être utilisé, encore une fois, par la population, que les gens se tournent vers ce film. On peut voir les nombreuses réactions. Alors, souvent, on pourrait dire qu'elles sont exagérées, mais c'est toujours intéressant de garder une absence de cynisme là-dessus, puisque c'est un personnage qui n'appelle pas au cynisme, Superman. C'est un des autres problèmes d'ailleurs de Zack Snyder. Mais voilà, pour moi, c'est un personnage qui n'est pas cynique. Et donc, Superman, nouveau dieu d'une nouvelle mythologie, ça ne veut pas dire nouvel dieu d'une nouvelle religion. À l'heure actuelle, que l'on sache en tout cas, il n'y a pas de temple construit, consacré à Superman. Mais posons-nous juste un instant, est-ce que ça ne pourrait pas arriver ? Et là, attention, on va arriver sur une étape un peu particulière de ce podcast, une étape un petit peu, je pourrais dire, polémique. Pour ça, je vais devoir faire un petit pas de côté vers ce qui est généralement considéré comme la maison adverse ou le concurrent direct de DC, à savoir l'éditeur Marvel. Marvel a mis en place tout un système où aujourd'hui ils sont sous le giron de Disney, Disney qui possède des parcs d'attractions dans le monde entier, et vous remarquerez que une des choses qu'a fait Disney, notamment dans les dernières années avec le succès des sagas cinématographiques du MCU, c'est de mettre en place dans leurs parcs d'attractions tout un nouveau système de nouveaux parcs d'attractions spécialement consacrés aux super-héros de l'écurie Marvel. C'est pas les premiers, bien sûr, puisque nous avons d'autres parcs qui font la même chose avec les figures de Superman et autres, mais là où, pour moi, c'est intéressant, c'est que l'idée, à ce moment-là, c'est quand même d'aller payer une place pour vous retrouver dans un endroit où vous allez tous célébrer
l'existence, ou en tout cas la représentation de créatures au pouvoir fantasmagorique. Donc si je voulais caricaturer un peu, je pourrais dire qu'en fait, ces personnages de comics, cette mythologie en tout cas, quelle religion elle sert en réalité pour avoir un discours un petit peu gauchiste, l'idée c'est qu'elle défend le capitalisme, ou en tout cas l'idéal impérialiste américain. Mais comme on a pu le voir avant, pour la figure de Superman en tout cas, c'est un peu plus complexe, puisque certains auteurs, surtout au niveau de la maison DC, ont utilisé Superman dans des situations qui sont beaucoup plus critiques du monde actuel. L'exemple frappant, c'est tout l'arc qui va considérer que Lex Luthor est devenu président des États-Unis au moment du deuxième mandat de George W. Bush, qui est un deuxième mandat qui commence à être critiqué, notamment par rapport à la guerre en Irak et par rapport à toute la situation qu'il y a derrière. L'idée même de Superman, en tout cas, c'est ça. C'est le fait que c'est un personnage qui n'est pas, qui n'est pas aussi définissable. En tout cas, on ne pourrait pas se contenter d'une phrase, mais qu'il ne faut surtout pas, et ça c'est ma précision et mon idée surtout, qu'il ne faut surtout pas enfermer dans un carcan rigide en disant Superman, c'est Jésus, voilà la manière de faire. Je vous renvoie d'ailleurs, et je le mettrai en description du podcast et surtout en lien YouTube, à la vidéo de Monsieur Bobine, qui avait fait une vidéo sur le Superman de Zack Snyder, dans lequel il parlait de ça, le fait que notamment il y avait une volonté de la Warner d'envoyer chez les évangélistes des manières de rapprocher le personnage de Superman de Jésus pour en faire un personnage de serment et tout. Alors, non seulement ça c'est très dangereux, parce que vous allez d'un coup positionner un personnage sur une échelle religieuse et vous allez de fait lui donner une portée politique que vous n'imaginez peut-être pas. Et l'autre point sur lequel je serai encore plus en désaccord, c'est que vous faites de ce personnage une représentation humaine très spécifique. C'est-à-dire que les évangélistes, c'est pas toutes les religions, c'est même pas toute la chrétienté. Nous sommes sur des protestants avec des particularités et des dogmes qui sont très précis. Et donc, de fait, vous excluez les musulmans, vous excluez les athées, et surtout, j'ai envie de dire, notamment vis-à-vis de son histoire personnelle, vous excluez les juifs. Donc en fait, vous allez avoir toute une section d'individus, d'hommes et de femmes, avec toutes leurs particularités, que vous allez complètement exclure. Or, Superman, c'est un symbole. Et si on voulait définir ce symbole, effectivement, on se rapprocherait d'un idéal capitaliste. Ça, c'est au niveau de la critique qu'on pourrait faire la plus évidente. Je la partage pas forcément sur tout, mais il n'empêche qu'effectivement, on pourrait rapprocher la critique de Superman du fait de critiquer en même temps l'impérialisme américain et le capitalisme, mais c'est omettre aussi une autre chose, c'est l'alter ego de Superman, à savoir Clark Kent. Et c'est Clark, en fait, qui amènera à Superman la volonté de sauver tous les hommes sans faire de distinction. C'est Clark qui va amener la vision de Superman du monde tel qu'il le conçoit. On va faire un petit détour par Tarantino, un monologue célèbre, celui dans Kill Bill. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Un peu comme
Béatrice Kiddo et Madame Tom Plimpton. Non seulement ce monologue, je considère, est très mal écrit, mais on remarque qu'ici, le personnage de Bill se gourre complètement. On pourrait se pencher sur la vision d'un récit qui se définit là par son propre récit, mais Clark Kent n'est pas un costume. Clark, c'est le vrai. Superman, c'est certes un dieu, mais qui a été élevé comme un humain, et a tous les défauts caractérisés par Clark. Il arrive à faire semblant dans son costume, mais dans la réalité, quand on gratte, il ne se force pas tant que ça pour être Clark Kent. C'est bien souvent dans sa nature. Superman, c'est un individu foncièrement bon, qui restreint mentalement ses capacités, ce qui explique que ses adversaires ne meurent pas au moindre souffle que se dégagerait une seule de ses pichenettes, et qui observe notre monde depuis l'espace, depuis l'ailleurs. À la fois ici et au-delà, il peut rester une sentinelle impuissante à la montée de la violence de notre espèce à laquelle finalement il n'appartient pas, mais qu'il aurait adoptée. Et c'est là où, justement, pour moi, on arrive à quelque chose qui est important et qui montre que justement Bill se gourre. On l'a vu, quand il tombe chez d'autres personnes, ça va calquer ce qu'est Superman, et donc finalement ça va changer sa personnalité. Mais qu'est-ce qui change à chaque fois? Son éducation humaine. On touche maintenant à la vraie faiblesse de Superman, à savoir lui-même. Non, ce n'est pas la kryptonite, et c'est pas juste un caillou, et Superman n'est pas juste un boy scout. Superman ne veut pas s'impliquer plus que de raison, et s'il protège les gens, il y aura toujours des situations qu'il ne pourra pas simplement régler en frappant ses adversaires. Superman se plie aux lois, même internationales, et se retrouve parfois même à collaborer avec Luthor, si celui-ci se retrouve dans une situation où il n'est pas dans les légalités. Batman, et on l'a vu chez Frank Miller notamment, peut se ficher complètement des lois, de la bien-pensance. Il va pouvoir devenir une incarnation presque libertarienne à base de « j'agis parce que je peux, parce que je dois, parce que personne ne peut m'en empêcher ». Superman, lui, ne peut bien souvent qu'assister impuissant à notre évolution. C'est un témoin promis à l'éternité qui verra chaque chose qu'il a aimé finir en poussière et être oublié dans le cycle du cosmos. Il peut arrêter une balle tirée sur une vieille femme à New York, mais ne pourra pas empêcher un coup d'État avec violence en Afrique. C'est tout le paradoxe qui mine le personnage jusque dans ses dialogues, que ce soit avec Green Lantern ou par exemple justement Batman. Superman pourrait agir, mais Clark a appris à ne pas être un dieu, parce que le monde n'a pas besoin d'un dieu. À partir de là, je voudrais faire une toute petite parenthèse sur pourquoi, selon moi, le Superman de Man of Steel et celui de Zack Snyder est un problème. Justement, après tout ce que je viens de vous expliquer sur ces 30 minutes, l'idée que Superman soit enfermé dans un carcan, qu'il aille chercher conseil auprès d'un évangéliste, justement d'un pasteur, lorsqu'il est dans une situation de doute, ça, c'est un problème. L'autre point qui prouve pour moi la problématique, c'est que, la mort du père de Clark, donc Papa Kent, quand il va mourir dans le Superman chez Richard Donner, Thomas Kent fait un arrêt cardiaque. C'est justement un arrêt cardiaque qui prouve que Superman ne peut rien faire. Ça le ramène à son impuissance, et le fait que quoi qu'il fasse, il verra mourir son entourage. Il doit accepter l'idée de la perte. Cette vision est intéressante puisque justement on se rend compte que lorsqu'il y a quelque chose sur lequel il peut intervenir dans le film de Richard Donner, à savoir une catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'il décide de faire? De remonter lui-même le temps en allant à la vitesse de la lumière dans le sens inverse de la rotation de la Terre pour pouvoir sauver Lois Lane, sauver la femme qu'il aime et l'empêcher de mourir. C'est tout bête. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène en fait? C'est la démonstration du fait que Superman peut sauver les gens lorsqu'ils sont mis en face de situations non pas ordinaires, mais extraordinaires. La réalité, c'est que si Lois Lane avait un arrêt cardiaque, il remonterait le temps et participerait à ce qu'il peut, ce qu'il veut, mais dans la réalité, il ne verrait que les derniers instants de Lois continuellement. Pour faire face à une tornade, Clark peut effectivement agir. Point intéressant d'ailleurs, en ce moment, je remarque que beaucoup de gens sur Twitter notamment, et en tout cas c'est ce que l'algorithme me propose, je pense, parce qu'il a remarqué que je travaillais sur Superman, me montre plusieurs fois cette scène et m'explique que dans le Man of Steel de Zack Snyder, Superman n'agit pas parce que son père demande à ce qu'il n'agisse pas, parce qu'il veut protéger son fils. Admettons. L'idée est intéressante, admettons. Mon problème dans cette scène, et par rapport à ce qu'elle représente, c'est le fait qu'elle fonctionnerait mieux si
10 minutes avant ce flashback, ou 20 minutes, on n'avait pas vu Clark Kent énervé contre un type alcoolique, enfoncer son camion sur 2 pylônes. Donc on a d'un côté un Clark qui est prêt à se montrer officiellement, sans le moindre problème, comme une espèce de vengeur absolu qui va redresser des torts sur un type alcoolique qui a la main qui traîne, et qui va faire pour ça une démonstration de force largement supérieure, au point que Lois peut le retrouver en 20 secondes chrono, et de l'autre, laisser son père mourir face à une tornade. Et tout ça, c'est un manque de subtilité. Et on arrive à un autre point qui est pour moi le point névralgique justement de la problématique de Zack Snyder, l'idée que Superman, c'est Clark Kent sans les lunettes. Ou plutôt, pour la plupart des gens, que Clark Kent, c'est juste Superman qui met des lunettes. Je déteste cette blague. Elle est souvent la démonstration d'une inculture totale du produit d'origine. Vous pouvez être sûr que la personne qui dit ça n'a jamais regardé le film Superman de Richard Donner. Clark Kent joue les grands nigauds. Il n'est que le fermier un peu bourru avec ses lunettes de nerd. Si vous, lecteur, avez le point de vue extérieur de la case, vous n'avez pas la vision de Lois, laquelle, par exemple, ne regarde jamais Clark, parce que il n'est jamais qu'un type normal, ordinaire pour elle. Vous n'imaginez pas comment un simple détail avec une attitude peuvent vous dissimuler bien mieux que toutes les cagoules du monde. Donc non, Superman, c'est pas juste une paire de lunettes pour devenir Clark Kent, c'est aussi un contexte. Pour revenir sur notre contexte, j'aimerais aborder un dernier point, qui est souvent celui qui est utilisé pour critiquer Superman, et qui se rapproche d'un article d'Umberto Eco qui parle justement de Superman, notamment dans sa caractéristique de non-personnage. Je ne vais pas m'étendre sur les caractéristiques d'Umberto Eco, même si là je vais quand même faire une prétérition, parce que on doit quand même rappeler qu'il est capable d'avoir un point de vue assez dégueulasse, notamment sur le personnage de Lois Lane, qu'il va insulter à un moment et de manière totalement misogyne, de journaliste lubrique. Je n'ai jamais compris pourquoi il parlait de ça, surtout qu'en plus il définit pas ça. Donc déjà on est sur, en tout cas dans le début de l'article, sur quelque chose qui est très critiquable pour moi, puisque si on en est à écrire ce genre de commentaires, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière la critique qu'on veut essayer d'émettre. Mais il part du principe, dans tous les cas, que Superman est un non-personnage, puisque en fait toutes les choses qu'on va lui mettre en place, qu'on va lui mettre comme défi, sont des choses qu'il peut résoudre extrêmement facilement. Et c'est là où je voudrais revenir à ce que j'essayais d'expliquer au départ, à savoir, qu'est-ce que pour moi Superman, et surtout pourquoi le monde a besoin de Superman. Superman, c'est le super-héros. Il est à la fois effectivement l'incarnation d'un idéal, mais aussi, et c'est important de le préciser, l'incarnation d'une idée, et non pas d'une idéologie. Superman n'impose rien à personne. Il ne vient pas pour dire « je considère que demain vous allez tous devoir faire ça ». Il se contente, notamment dans les films, puisque c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, de donner ces idées qui sont des idées assez terre-à-terre, assez bateaux, effectivement assez banales, sur le monde. Superman n'est pas un dieu dans le sens qu'on pourrait le prendre aujourd'hui. Superman, c'est la personne qui va à la fois aller chercher un chat dans un arbre et affronter un robot géant dans une ville. Et ce qui est important, c'est que ces deux choses, pour lui en tout cas, revêtent le même niveau de dangerosité, le même niveau d'importance. Superman, c'est le personnage qui répond à nos prières. En soi, c'est une vision non cynique. C'est quelqu'un qui va essayer de faire le bien, qui va échouer, qui va parfois commettre des erreurs, mais qui va essayer de faire le bien. Superman n'est pas ce que Tarantino en dit. Superman n'est pas ce que Zack Snyder en dit. Superman est en soi l'expression naïve d'une idée, parfois bête, que l'humanité peut faire mieux. Dans une période troublée comme la nôtre, où un homme qui a tenté de renverser la République de son propre pays redevient le président de celle-ci. Effectivement, dans cette période de perte de repères, un idéal naïf comme celui de Superman peut paraître encore plus distant de nous que ceux d'avant. Pourtant, si on suit vraiment la logique du personnage, on peut constater qu'il y a quelque chose,
quelque chose que porte Superman et porte aussi plusieurs personnages de la littérature, des films et en fait de tous ces personnages un peu particuliers. Superman incarne, comme tant d'autres, mais lui, je pense plus encore que les autres, un idéal. Et cet idéal, aussi bête soit-il, c'est l'idée que nous puissions faire mieux, que nous devions même essayer de faire mieux. Car c'est ça, en fait, au-delà de l'impérialisme, au-delà de la vision, parfois même religieuse, qu'il incarne, la réalité, c'est que ce que Superman incarne, plus que la justice, la vérité, c'est l'espoir. L'espoir pour l'humanité. Tu seras différent. Parfois même, tu te sentiras exclu. Mais tu ne seras jamais seul. Tu puiseras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai